Bonjour à tous qui nous suivez. Vous allez nous suivre aussi en Facebook Live. Voilà, bonjour à tout le monde. Vous pouvez utiliser, pour ceux qui connaissent, l'outil Converser. Bonjour. Pour vous saluer, vous échanger des petits messages pendant que je lance cette fameuse vidéo sur Facebook. Donc pour ceux qui n'ont pas pu assister à nos rencontres la semaine dernière, elles sont toutes disponibles en replay, soit depuis votre espace personnel pour les personnes accréditées, soit sur notre page Facebook. Donc vous pouvez retrouver notamment le live de vendredi, qui a eu un grand succès, je crois. Voilà. Et nous voilà en ligne sur Facebook. Alors, pour ce live, nous allons recevoir 3 équipes de distributeurs. Avant ça, je vais vous rappeler le petit programme de la semaine. Vous êtes aujourd'hui 770 professionnels accrédités, donc on n'a jamais vu ça au sommet. On est très 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 content de pouvoir vous compter tous les jours. Nous aurons cet après-midi, n'oubliez pas qu'il y a le laboratoire des initiatives, deuxième partie. Je vous donnerai plus d'infos à la fin de ce live. Vendredi, vous avez un nouveau live et puis notre premier atelier des sorties. Atelier des sorties qui est aussi très attendu par beaucoup de gens ici. Bonjour à tous, je regarde dans le petit chat. Nous allons donc accueillir aujourd'hui l'équipe d'Apollo Film pour Zai 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 Zai, Backfilm pour L'homme qui a vendu sa peau, et Capricci pour La Troisième Guerre. Tous ces films sont présentés aussi par leurs auteurs et les équipes des films. Donc, je vais vous remercier d'accueillir la première équipe, donc l'équipe d'Apollo du film Zai 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 Zai. Et je vais demander à Étienne de les faire rentrer. Et le temps qu'ils arrivent, je vais vous donner le petit mode d'emploi pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez donc la possibilité de chatter. Bonjour François. Il faut activer les micros, Étienne, et la possibilité de converser avec nous. Bonjour Pauline. Bonjour. D'envoyer des questions en Q&R. Ravie de vous revoir aussi, il y a déjà une remarque. Et on a une petite nouveauté sur cette session. Vous avez la possibilité de lever la main, mais attention, on ne lève pas la main dans n'importe quelle circonstance. Bonjour Julien. On lève la main, et quand on lève la main, on est susceptible maintenant de passer à l'écran. Donc, on ne lève pas la main de manière intempestive. Vous êtes déjà là. Si vous levez la main, vous êtes susceptible, et ça, c'est pas sûr, mais vous pouvez éventuellement passer à l'écran et rejoindre nos panélistes. Voilà, alors bienvenue Pauline, Julien, François. Merci d'être là parmi nous pour nous présenter Zai 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 Zai. Merci de nous faire confiance et de nous avoir laissé la possibilité de le montrer dans ces conditions un peu particulières. Et on est ravis de pouvoir vous accueillir. Donc, je vais vous donner tout de suite la parole, Pauline. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, nous, on est super contents de participer au Sommet des Arcs, même si ce n'est pas en live. On essaye de recréer un peu l'ambiance à la maison. Je vais dire un petit mot avant de parler de Zai 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 sur notre line-up. Vous l'avez vu, on a redaté le 5e set qui devait sortir le 2 décembre. On va le sortir le 30 décembre. Là, je voulais vous dire que toute l'équipe Apollo a repris du service. Donc, n'hésitez pas à appeler vos interlocuteurs habituels. Toute la programmation, on est sur le pont. On sait que ça va être une période un petit peu compliquée, mais voilà, on est là pour parler avec vous, comme toujours. On échange, on discute, voilà, on négocie, on ne se fâche pas. C'est la magie de Noël, donc on est tous contents de reprendre et de rouvrir les salles. Et sur la suite, après 5e set, on sortira le 24 février pour Égaté, qui est une comédie de Nicolas Cuche avec Gérard Jugnot, avec François Morel. Donc une grande comédie populaire et familiale.
On enchaînera le 17 mars avec Presque, qui est un très beau film d'Alexandre Jolien et Bernard Campan. C'est un film très intelligent, très solaire. On fera énormément de débats, de soirées débats sur le film. Donc, on en reparlera avec vous très bientôt. On organisera tout ça avec vous. On sera là pour vous accompagner. On sait que les événements, c'est important dans les salles, surtout en ce moment. Donc on sera là pour Presque. Et puis, ben voilà, après le 28 avril, c'est Zai 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 Zai. Et je laisse Julien vous en parler un petit peu plus amplement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période magnifique de perspective de réouverture des salles. On est ravis de vous retrouver ici et d'autant plus ravis de vous présenter Zai 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 Zai, donc comme le dit Pauline, qu'on a daté au 28 avril. Alors Apollo est allé sur ce projet, ça démarre d'une volonté de vouloir travailler avec les deux producteurs, Thibaut Gast et Mathias Weber de 24-25 films, avec qui on avait très envie de collaborer. Et il s'est trouvé que Zai 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 nous semblait être le projet idéal pour entamer notre collaboration. On a d'ailleurs depuis 2 autres films en cours avec eux, on en est ravis. Et donc Zai 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 Zai, pourquoi parce que la BD culte dont on est tous fans nous a grandement donné envie de le faire, qui avait été édité par Six Pieds Sous Terre en 2015 et qui a depuis été vendu à plus de 300 000 exemplaires, donc c'est un gros succès de librairie. On adore l'univers de Fab Caro, qui est décalé, singulier, qui croque un petit peu le monde absurde dans lequel on vit de manière très humoristique, et on adore son point de vue par rapport à ça. La BD a d'ailleurs été multi-adaptée au théâtre depuis et a rencontré un franc succès. Et l'incarnation par Jean-Paul Rouve qui nous semblait être un très bon choix et avec qui on avait très envie de travailler. Dans la couleur d'Apollo et dans notre line-up, on a beaucoup de comédies et on essaye d'avoir dans notre line-up tous les ans 1 à 2 comédies décalées. Et clairement, ce projet-là en est une. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on est allé sur ce projet. Et puis pour finir, on était aussi très, très, très heureux de y aller parce qu'il était porté par François de Sagnières, réalisateur du film, avec qui on avait déjà eu la chance, François Clair et moi, de travailler dans une autre époque sur 15 ans et demi. Donc François, qui est réalisateur maintenant hautement reconnu, qui a réalisé Un Docteur, un Veuf, La Buzz, Les 11 Commandements, et donc 15 ans et demi, qui nous avons travaillé quand on était chez Gaumont. Et voilà, on était très très heureux et très fiers de pouvoir retravailler avec lui sur ce projet atypique et décalé, qui, vous allez voir, j'espère, vous plaira et vous fera rire. Alors, il s'agit d'une comédie que vous allez voir chacun chez vous devant votre ordinateur, mais projetez-vous en salle, il y a une vraie force comique dans le film et n'ayez aucun doute là-dessus. Je sais qu'il y a certaines personnes qui regardent les films dans leur salle. Ah, mais c'est génial ça. Oui. C'est vachement... Et avec les équipes, j'imagine, ils se mettent ensemble avec les équipes dans les cinémas, c'est super ça. Je suppose, je sais que certains l'ont fait même ensemble. Donc, voilà. Je fais une petite parenthèse. Il y a beaucoup de remarques sur le joli poireau et le joli sapin de Pauline. Vraiment beaucoup, grand succès. On salue d'ailleurs la prestation du poireau dans le film, qui est formidable. Voilà. Merci Pauline, beaucoup. c'est l'équipe Merci d'écho pour lui. d'Apollo. Et donc voilà, j'ai laissé la parole à François qui va nous parler un peu plus en détail du projet, de comment il est arrivé et pourquoi il a voulu le porter avec talent. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors c'est très très surprenant parce que je suis dans mon salon là devant mon écran et j'ai je pense peut-être plus le trac que si j'étais devant une salle entière. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Je suis tout seul chez moi comme un crétin, mais je suis très heureux d'être là, très heureux de vous montrer que vous puissiez voir le film. Pour vous raconter, c'est l'histoire, c'est très étonnant, toujours pareil. Voilà, quand on arrive au bout d'une histoire et que un tel film puisse
puisse être vu par les gens, qu'on commence à voir qu'il y a un certain enthousiasme. C'est toujours très émouvant. Surtout quand ça part d'un dîner, dans cette même pièce-là. Et derrière moi, il y a une bibliothèque et il y avait la BD Zai 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 que j'ai quelquefois en double, voire en triple, parce que j'aime bien l'offrir. C'est un cadeau. Si je pense que la BD est un tel succès, c'est surtout... c'est notamment pour ça, ça a été pendant un moment, puis ça reste un cadeau idéal. Et donc voilà, je l'ai offert à Thibaut Gast un soir, quand il est venu dîner à la maison, et le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit « mais pourquoi on ne fait pas ce film ?» Et très honnêtement, au début, je ne pensais pas que c'était possible, et puis on est parti sur cette idée complètement folle de se lancer ensemble. Et, et voilà, après voilà, on était au pied d'une montagne. J'ai été accompagné par Jean-Luc Gaget dans l'adaptation de la BD. C'était une rencontre assez géniale. Je continue à travailler avec lui d'ailleurs maintenant, qui est vraiment un super scénariste, qui avait beaucoup travaillé avec Solveig Spaak, et qui avait eu un César d'ailleurs. Pour un film avec Solveig Spaak. Et quoi vous dire d'autre? Non, voilà. Après, le travail avec Jean-Paul Rouve, ça faisait très longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble. On avait eu un projet avorté, et puis voilà, puis on réfléchissait régulièrement quand on se croisait à qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et puis un jour, il y a eu Zai Zai, et puis il y avait une espèce de corrélation d'univers qui se faisait entre voilà, ce que Jean-Paul avait pu faire avec les Robins des Bois et l'univers de Fab Caro, qui me paraissait assez naturel. Et donc voilà, et puis ça s'est fait comme ça. Donc c'était un vrai plaisir de pouvoir partager aussi ça avec Jean-Paul, qui a aussi beaucoup amené au projet. Donc voilà, donc je sais pas quoi vous dire d'autre. Je peux répondre à des questions si vous voulez, avec grand plaisir. Mais en tout cas, je suis ravi d'être là. Merci, François. On avait d'abord une petite question à poser aux gens. Voilà, parce qu'on voulait savoir à propos de la BD de Fab Caro, on voulait vous poser une petite question. Vous savez qu'on aime bien les sondages ici. Donc je vais vous laisser y répondre, donc pour savoir effectivement si vous l'avez vu ou si vous en avez entendu parler. Et la troisième réponse, c'est vraiment pour que vous ayez la chanson dans la tête toute la journée. Voilà. Alors, pendant qu'ils répondent, oh, on a un bonjour depuis la Dordogne. On doit être bien en Dordogne en ce moment. Et je voulais dire aussi qu'on avait la grande chance d'être accompagné sur ce projet par Orange Studio, avec qui on co-exploite le film et on co-distribue le film. Voilà. Exact. Donc c'est vrai que c'est un projet particulier. Je crois qu'il est très attendu quand même. Alors, les gens ont fini de voter. Je vais vous partager les votes. Hop. Alors, beaucoup de gens l'ont lu, effectivement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont entendu, qui se sont fait envoyer siffler là-haut sur la colline. Hein. Par ailleurs, s'ils ont pu répondre aux deux en même temps. D'accord. Par rapport à ça, ce qui est assez étonnant, c'était que, évidemment, la BD est très particulière. Alors, il y a plein de gens qui disent oui, c'est très difficile à adapter, etc. Je ne sais pas si c'est. Maintenant qu'on l'a fait, il est impossible de répondre à cette question pour ma part. Mais par contre, ce qui était très important pour nous, c'est qu'il fallait qu'on puisse plaire à tous les gens qui connaissent la BD, qui l'aiment et qui l'ont lu, mais également à tous les gens qui ne l'ont pas lu et donc et qui ne connaissent pas du tout. Donc il fallait trouver cet équilibre. Et ça, c'était. Enfin, je ne sais pas si on s'est posé longtemps la question. On s'est posé plutôt la question de garder à tout prix l'esprit de Fab Caro, puisque dans l'adaptation, on a rajouté quand même beaucoup de choses. Donc, notre priorité, c'était surtout de conserver l'esprit de Fab Caro sur toute la longueur du film. Mais c'est vrai que c'est très rigolo de voir les différentes réactions entre les gens qui connaissent la BD, qui découvrent le film, et les gens qui ne connaissaient rien du tout et qui découvrent aussi le film. Voilà. Et
pour l'instant, on a la chance d'avoir plutôt de bonnes réactions des deux côtés. En fait. Je ne doute pas, effectivement, c'est une vraie question de distributeur aussi. Hein, comment on aborde ça avec des gens qui connaissent déjà la BD et qui se la sont appropriées. Et c'est un vrai, moi je l'avais aussi lu, donc c'est vrai qu'on a un travail de distanciation à faire au départ, clairement. Et puis le film existe en soi, c'est vraiment Oui, comme le dit essentiel. François, c'est vraiment l'enjeu, c'est-à-dire de réussir à faire un film de cette BD qui est, si vous l'avez lu, quand même ultra décalé, ultra burlesque. Et c'est là la prouesse qu'ont réalisé Thibaut, Mathias et François avec ce projet, c'est d'en faire un film et une histoire à l'écran que nous on trouve très réussie. J'espère que vous serez le plus grand nombre à partager notre avis. Et donc, c'était vraiment ça l'enjeu, et c'est ça qui est génial. Et une question pour savoir si Fab Caro a participé au scénario. Ouais, de Franck, qui nous écrit de Aix. Non, enfin, il n'a pas participé. Il était avec nous régulièrement. C'est-à-dire que moi, je lui passais. Alors, j'aurais adoré qu'il puisse venir nous, notamment, écrire quelques dialogues. Mais lui, il voulait pas. Il voulait rester totalement à distance du projet. Après, il a été extrêmement bienveillant. Il aime beaucoup le film. Il lisait les versions au fur et à mesure. Et il nous donnait son avis, mais il n'avait pas envie du tout d'être intrusif. Et voilà, il nous disait d'en faire ce qu'on voulait. Mais en général, on l'a suivi 2-3 fois, évidemment, parce qu'encore une fois, on avait envie de rester fidèle. Mais non, il n'a pas participé. Il était avec nous, mais il n'a pas participé activement. Mais il a participé au film. Mais il a participé au film. Il apparaît dans le film. Ah oui, exact. Et donc, le poireau, vous l'avez casté comment ? C'est le grand talent de l'accessoiriste. Ouais. On en parle, c'est vrai qu'on en parle, on parle beaucoup des directeurs de casting qui vont chercher les comédiens, mais on parle très peu du talent des accessoiristes qui castent notamment des poireaux. Et c'est vrai que ça a été un peu long. Ouais. J'en avais vu combien ? On en a vu. Non, c'est comme les bébés dans les films. On en utilise plusieurs pour jouer un. Là, il y a plusieurs poireaux. On jouait le rôle du poireau. On est obligé. Sous le contrôle de la CAF. Ouais. Exactement. C'est réglementé en fait. C'est parce qu'ils ont des temps de tournage qui sont limités. Donc on peut pas tourner plus de 3 heures avec un poireau. Donc on est obligé d'en utiliser plusieurs. Ouais. Et il était bio ? Non, j'arrête. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous avez... nous, on va parler de ce film au cours du prochain atelier des sorties. Moi, je l'ai vu aussi clairement comme peut-être il y a un travail assez spécifique à faire auprès des jeunes adultes. Est-ce qu'au moment de la réalisation du film, vous visez un public particulier au-delà des lecteurs quelles sont les salles auxquelles peut-être vous adressez ? Est-ce que vous avez déjà travaillé cette problématique Moi, en ce qui ne me concerne pas du tout, donc je vais plutôt laisser Pauline et je vais répondre à ça, parce que c'est vrai que quand je me lance dans un film, je ne me pose pas du tout cette question. J'espère m'adresser à tout le monde. Et Pauline, sur les salles ? Ouais. Sur les salles, on sait, il y en a beaucoup d'entre vous, ceux qui sont en train de nous regarder, ou des salles accréditées qui connaissent ce combat de faire venir les jeunes adultes dans les salles. Je pense qu'avec ce film, on est quand même aussi sur peut-être pas un cœur de cible, ça je ne veux pas prendre la place de Julien pour dire des mots de marketing comme ça, mais en tout cas, il y a un public de jeunes qui suit Fab Caro, qui connaît toutes ces BD et qui, je pense, sera au rendez-vous. Donc oui, il y a un vrai... c'est pas tant un défi qu'une vraie communication à leur apporter pour leur dire le film est là, il existe, il est réussi, venez le voir dans vos salles. Et ça, on le fera bien sûr avec vous. Oui, il y aura aussi une tournée peut-être. Est-ce que les équipes vont se déplacer ? Est-ce que les conditions sanitaires sont un vrai frein ? Ou est-ce que... Nous, on redémarre les tournées le 15 décembre. Donc là, on est
toujours, enfin, on le dit assez souvent dès qu'on peut, que nous, les tournées, c'est quelque chose qui est important pour nous. Comme je disais tout à l'heure, on sait que c'est vraiment important de créer l'événement dans les salles, encore plus aujourd'hui. Donc, on sera là dans les salles, ouais, pour la tournée. Il faut vraiment que les salles soient fermées pour qu'on arrête de tourner. Ouais. Oui. Et puis après, sur le public, évidemment, très naturellement, l'ultra cœur de cible des fans de la BD de Fab Caro qui sera directement touché par le film, mais c'est aussi tout l'enjeu du travail de distributeur quand on a un film comme ça entre les mains, c'est d'essayer de construire un marketing autour du film qui ne soit pas que ça et qui sort de ça et qui essaie de s'adresser au plus grand nombre. Et c'est exactement le genre de questions qu'on se pose et qu'on est en train de se poser d'ailleurs avec François et les producteurs en ce moment, puisqu'on travaille sur l'affiche et sur le film annonce. Donc on se parle régulièrement pour essayer de trouver la bonne direction, que ce soit sur la création de l'affiche ou du film annonce, d'essayer de se dire quel est le but des outils promotionnels qu'on va sortir du film, et donc de faire en sorte qu'on laisse pas une partie du public sur le bord de la route et qu'on essaie de s'adresser tout de même au plus grand nombre. Et c'est ça qui est intéressant, mais on développera tout ça vendredi quand on parlera d'atelier des sorties. Il y a une remarque qui dit si l'équipe se déplace dans les petites villes, ça nous soutiendrait beaucoup. Voilà. Alors, ouais, on fait toujours au maximum pour aller partout là où on peut aller. Surtout, en fait, pensez à nous le demander en amont. Quand vous avez des demandes sur nos films, quels qu'ils soient, sur notre line-up, pensez à nous le demander, à nous solliciter par mail, idéalement. Comme ça, on garde toujours dans un coin le fait qu'on a eu des demandes. On est très sollicité. Il y a des endroits où on veut aller, des endroits où ça fait 2 ans qu'on leur promet de venir et qu'on n'y arrive pas pour X raisons. Donc surtout, vous nous appelez, vous faites un petit mail et on tient compte tout le temps de toutes les demandes et on fait le maximum pour y arriver. Et sur la demande des images que je vois juste en dessous, Ouais. pour les pastilles, Mm-hmm. ouais, je pense que c'est mieux de faire quelque chose au propre, voilà, plutôt que de récupérer un live Facebook, ça risque de faire un peu bizarre. Oui, avec les équipes. Nous, on en fait beaucoup là pour le festival, hein, donc sur des films du festival, mais effectivement, même des zooms et des rencontres avec des équipes, ça se fait de plus en plus. Et est-ce que vous, chez Apollo, vous en faites, vous pourriez en faire sur ce film aussi, hein, clairement, s'il y a des salles dans lesquelles vous ne pouvez pas vous présenter physiquement, ou alors des lives simultanés. Qui sont des choses qui se Oui, développent. quand on peut pas se déplacer dans une salle et que on sait que les exploitants souvent font un bon travail et un joli travail quand ils ont des avant-premières sans équipe pour faire venir du public. Au maximum, on essaie de leur donner des éléments et des petites pastilles qu'ils peuvent offrir à leur public le soir de l'avant-première et un petit message du réalisateur, de l'acteur pour faire un petit coup et dire qu'on aurait adoré passer, mais que parfois c'est difficile de passer partout. Donc, oui, bien sûr, c'est le genre de choses qu'on fait dès qu'on peut, on le fait. Du coup, ça va stresser encore plus François, puisque en ligne, ça l'angoissait plus qu'en physique. Alors, les deux en même temps, Ouais, j'imagine pas. non, moi je préfère venir hein, si c'est possible. Voilà, tant qu'à faire dans toutes les salles, voilà, avec plaisir. C'est toujours un grand plaisir d'aller présenter le film en avant-première. Moi, en fait, je crois que c'est vraiment la partie que je préfère en vrai. C'est-à-dire que autant la sortie en elle-même, le jour de la sortie, me terrorise, autant tout ce qu'il y a avant, c'est génial. Et notamment aller dans les salles et rencontrer le public. Et c'est très chouette. Ouais. En général, quand c'est après que le film marche bien, c'est génial aussi. Hein. Enfin, Ouais, oui, mais c'est marrant en fait parce qu'en fait on n'est jamais, quel que soit le résultat qu'on fait, on n'est jamais satisfait. On aimerait toujours faire 200 000 entrées de plus, quoi qu'il a. Enfin, on n'est jamais content en fait, en vrai. Donc voilà, donc c'est toujours mieux quand c'est avant. C'est vrai que ces mercredis de sortie, c'est toujours des jours très étranges. Il y a un truc impalpable et un petit peu irréel avec ces jours de sortie où on ne sait pas trop à quoi s'attendre et au final, on ne trouve jamais son compte. Mais la rencontre avec le public et les tournées province,
pour vous, équipe artistique, ça doit être un truc hyper fort et hyper important. Après avoir bossé pendant 2-3 ans sur un projet, tout d'un coup aller à la rencontre du public, faire découvrir un projet, c'est quand même des moments très forts. Ah oui, c'est le seul moment où on est vraiment en relation avec le public. C'est-à-dire que voilà, un film, la fabrication d'un film, au final, voilà, le résultat, il est sur un écran et pour 99,5% du temps, on ne sait pas vraiment comment réagit le public, qu'est-ce qu'il pense exactement. Donc pouvoir entendre, enfin, être quand c'est une comédie, c'est encore plus particulier, mais c'est vrai, être dans une salle de cinéma avec des gens, entendre leurs réactions, puis après, derrière, pouvoir parler avec eux, etc. Oui, c'est des moments qui sont privilégiés, ouais. Bien. Bon, eh bien, s'il y a d'autres questions, c'est le moment. Je vous rappelle, vous pouvez lever la main, mais vous prenez le risque d'apparaître à l'écran. Voilà. Sinon, je rappelle aussi, donc, on va avoir cet atelier des sorties vendredi autour du film. On accueillera à cette occasion les jeunes ambassadeurs de l'ACID, qui est un programme de l'ACID, et ces jeunes ont la possibilité de voir les films. Ils sont une douzaine, hein, et il y en a 3 ou 4 qui feront une intervention lors de l'atelier des sorties pour apporter leur regard sur le film et aussi sur la manière de le positionner et comment eux pourraient être atteints, quels seraient les moyens qui, eux, permettraient de les toucher, eux, pour assurer la visibilité du film auprès de ce public. Voilà, donc ça fera partie aussi des éléments de l'atelier où on vous retrouvera l'équipe d'Apollo à 15h vendredi. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Surtout d'ici là, tous ceux qui voient le film entre-temps, n'hésitez pas à nous appeler pour nous dire ce que vous en avez pensé, pour en discuter même avant vendredi, voilà, si vous voulez qu'on échange là-dessus. Voilà. Le film, il va être disponible une semaine, hein, sur notre plateforme. Et évidemment, si vous souhaitez assister à l'atelier, essayez de le regarder avant. Et comme le dit Pauline, c'est très important pour les distributeurs de revenir. De toute façon, ils vont savoir que vous l'avez vu, parce qu'on a des screening reports. Donc, vous ne pourrez pas mentir. Voilà. Voilà. Donc, merci. Ah, il y a peut-être encore une question. Ah, c'est une question pour moi sur les jeunes ambassadeurs, mais ça, j'y répondrai personnellement. Merci beaucoup. Bah, merci. Moi, je voudrais faire un petit coucou à Claude Duty. J'ai vu qu'il était dans les spectateurs. Et oui. donc, voilà, ça fait très, très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais Claude, s'il lève la main, je le fais rentrer. Parce qu'il me dit toujours qu'il est un peu timide et en fait, il parle bien. Mais je ne sais pas s'il est en peignoir ou pas. Ouais, je ne voulais pas le déranger non plus. Hein. C'était juste Non, pour le saluer avec… L'autre fois, il est venu nous voir et je sais qu'il aime beaucoup Claude, qui est donc le président du festival aussi des arts. Il aime beaucoup assister à ces lives distributeurs. Voilà, il les suit avec beaucoup d'assiduité. Donc voilà, je pense qu'il t'a entendu. Ouais. Okay. Ah, il est d'accord. Alors, il va venir juste vous faire une bise. Voilà, Claude. Attention, il arrive, c'est notre Scorsese français. Alors, il a des belles lunettes. Claude, il faut que tu mettes ta caméra. Ah, il est là. Et le micro. Il faut que tu mettes ton micro aussi. Il faut que tu actives ton micro, Claude. C'est bon. Voilà. Voilà. Oui, le voilà. Ah, coucou, salut Claude. Je suis ravi de te retrouver. Bah oui, moi aussi. Alors, donc, pour l'anecdote, j'avais fait tourner Claude et je lui avais fait jouer une Martin Scorsese, justement, dans un micro-ciné sur Canal+. C'était mes débuts d'acteur. Voilà, exactement. C'est très long. Non, quoique j'avais déjà tourné avec Ingrid Goni et avec Karine Viard et dans Rouen 5 minutes d'arrêt qui est repassé récemment sur le site de Bref. Voilà. Ben, c'est merveilleux. Donc, voilà. Donc, mais je veux bien rester là parce que je suis sur l'autre accès, donc c'est moins commode. D'accord. Mais si tu veux, je te laisse à l'affiche comme ça avec moi. Voilà. Ok. Alors, il y a Eva qui vous remercie et qui Claude, dit merci beaucoup. à bien vite, Pauline, pour parler du film. Moi, voilà, Pauline, je tiens à nouveau à te féliciter pour ce pull aussi magnifique. Hein. Merci. Je pense que vous n'avez pas bien apprécié ce magnifique pull de Noël. Ouais. Voilà. Qui est vraiment très beau. Merci beaucoup. C'était important pour moi, l'esprit de Noël, tout ça. Je pense que tu pourras jouer dans le 2.
dans Zai 2. Je trouve que tu auras tout à fait ta place. J'espère, j'ai une grosse quantité de poireaux chez moi et ça commence à sentir un peu fort. Voilà, je vous le dis. Et merci Eva, on s'appelle très vite. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois. Merci à Apollo. On se retrouve vendredi. Et puis on se retrouve vendredi. Ouais, et merci Anne et le Sommet des Arcs d'avoir sélectionné le film et nous avoir permis de le présenter. Plaisir. On était ravis de pouvoir reprendre la parole et dans cette période de presque réouverture, allons tous de l'avant et on espère que le film vous plaira. Mais vraiment merci à toute l'équipe du Sommet des Arcs pour votre accueil et de nous avoir permis de prendre la parole ce matin. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Vous pouvez rester si vous voulez. Les gens peuvent vous envoyer des petits messages privés dans le chat si vous voulez. Et à très bientôt. À bientôt. À très vite. À très bientôt. Et pendant que nos amis repartent en coulisses, nous allons accueillir maintenant l'équipe de Backfilm. L'équipe de Backfilm pour le film de Kewta Benania qui s'appelle L'homme qui a vendu sa peau. Et nous accueillons donc Philippe Lux, Kewta Benania en personne et son producteur Nadim. Et on va les faire monter sur scène. Ils arrivent. Ça prend un peu de temps, désolé. Les voilà. Voilà, Philippe. Alors, il va falloir activer ton micro, Philippe, parce que je crois que... Hop. Voilà, et vous devez tous activer vos micros. Oui, bon. Claude, je te remets en spectateur, au moins que tu veuilles rester. Tu me fais signe si tu veux rester. Bonjour. 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 Bonjour à tous et bienvenue. Vous allez bien? Ouais. Super. Je vois que Philippe, tu as mis ta tenue de fête. Justement, voilà, il y a pas mal de choses à dire, donc je peux vous montrer après. C'était important. Ouais. Mais justement, j'en profite parce que c'était une période de fête et de partage. La fête, j'ai demandé, donc je remercie vraiment Pauline là, et Alex en 233 mouvements avoir fait un t-shirt à l'effigie un peu des personnes de bac. Donc je regardais, apparemment c'est moi. Et là, il doit y avoir Marilyn, Laura, Christian. Voilà. En fait, c'est ce qu'elle m'a dit. Je trouve que ce n'est pas forcément ressemblant, mais il y a quelque chose. Comme c'est une histoire de partage, je voulais partager avec vous. On est le 1er décembre. Calendrier. Ah oui. Important. Bah ouais, calendrier, le 1er. Ouvrir. Voilà. Et juste, ce que je trouvais, une place de cinéma, une invitation pour aller voir un film. C'est plutôt pas mal pour commencer effectivement le mois, alors dans 15 jours. Donc, allez-y, nous on ira. Bravo. Je pense que vous pouvez faire tous clap-clap sur le chat pour Philippe et pour encourager. Ouais, le calendrier, c'est important, quoi. Donc, oui. Donc voilà. Ouais, simplement, déjà, merci Anne, aussi merci Claude, que je salue. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, pas encore cette année-là. Je voulais te féliciter d'avoir bravé tous les obstacles, parce que généralement, tu as une tempête de neige. Une grève. Ouais. Voilà, là, on a mis la barre un peu plus haut. Tu es encore là, tu nous permets de tous nous voir, d'une manière ou d'une autre. Donc, déjà, merci et bravo. Et j'en profite aussi juste pour saluer les exploitants que je ne vois pas tous. Donc, nos collègues, c'est vrai que ça fait quelques temps que, hélas, on ne s'est pas vus. Dans ces temps particuliers, on va dire, alors que nos responsables ne savent, je pense, toujours pas comment est-ce qu'on ouvre les salles de cinéma. On a beau leur expliquer que ce n'est pas ouvrir une librairie ou un magasin de jouets, que c'est un peu particulier, mais je pense qu'ils ont un peu de mal à percuter là-dedans. Donc, je voulais quand même les saluer, remercier aussi, parce qu'on a quand même sorti Yakari, on a sorti Mignonne, avec un petit message quand même. Merci aux Méliès de Montreuil et aux Figuier Blanc d'Argenteuil, qui nous avaient vraiment soutenu, qu'on a une polémique futile sur Mignonne et qui avait beaucoup assuré. Je n'avais pas eu l'occasion de les revoir depuis. Donc voilà, et j'espère qu'on va pouvoir effectivement à nouveau converser à la fois au téléphone, à la fois se voir. C'est pour ça que BAC, je saute pour vous dire déjà un peu le line-up et après on se concentre sur l'homme qui a vendu sa peau.
On a chargé un petit peu la hotte de Noël, si je puis dire. Anne, tu m'avais demandé un petit peu de parler pour le line-up, puisqu'en ce moment, avoir des dates, c'est à peu près plus facile de gagner au loto que de trouver une bonne date de sortie. Mais bon, on tente quand même. Simplement pour vous dire, puisque le calendrier n'est pas encore sorti, il va sortir donc un petit peu en exclusivité, on va dire le 6 janvier. Nous allons sortir Villa Caprice de Bernard Stora avec Nila Restrup et Patrick Bruel, qui est une sorte de polar politique où se pose la question des affaires. Est-ce que les affaires financières passent-elles au-dessus de la justice ou pas? On a pris un conseil technique, M. Sarkozy, qui est apparemment un peu disponible en ce moment pour parler de ce genre de choses. Ça, c'est une blague. Hein. Et sinon, donc, le 13 janvier, on a donc daté L'homme qui a vendu sa peau de Kauter Manania, qui pour moi est un film à la fois puissant et audacieux. On va en parler après, puis vous allez effectivement voir des images. Sachez aussi que le 10 mars, maintenant, nous avons daté le nouveau film de Julie Delpy, qui s'appelle My Zoé. Du prénom de sa fille dans le film, où elle a écrit, réalisé, elle joue dedans aux côtés de Gemma Atherton. Je pense que beaucoup seront contents. Et enfin, le 7 juillet, tu vois, donc on arrive déjà à un autre temps, un autre univers, un autre monde. On y pense déjà. On va enfin sortir la rétrospective Roberto Rossellini en copie donc restaurée avec une dizaine de films. Voilà, c'est ce que j'avais dans la hotte, c'est déjà pas mal. Et puis, j'ai quand même encore 2 invités qui sont là pour L'homme qui a vendu sa peau au 13 janvier. Bon, bah, c'est à moi. Et oui, Bravo, Philippe. le bon producteur du film. Ah ouais, Philippe, bravo, beau one-man show. Moi, je suis le producteur du film, un des producteurs du film, on va dire, parce qu'on est plusieurs. Je suis hyper fier de montrer ce film. C'est un film qui était vraiment un gros challenge. Après La Belle et la Meute, là, on monte vraiment d'un cran. C'est un film qui a une ambition artistique, qui avait un pitch très fort, un scénario très fort. Et donc, pour réussir à le monter, c'était vraiment un gros challenge. Ça s'est fini par une coproduction. Donc, on a commencé par la France, puis la Tunisie. Après, la Belgique, l'Allemagne, la Suède. Il fallait mettre tout ça un peu en harmonie, faire venir des équipes de tous les pays, se rajoute par-dessus un petit Covid. Bon, voilà, ça a été vraiment compliqué, mais on est hyper content du résultat. On devait être prêt pour Cannes, il n'y a pas eu de Cannes. Du coup, on est allé à Venise et c'était super. La réouverture des salles, le fait de voir le film dans une vraie salle à Venise, c'était vraiment un moment extraordinaire. Et puis après, on a enchaîné avec quelques festivals avant qu'on nous coupe les ailes. Et à chaque fois, c'était vraiment une expérience dingue. Chaque fois qu'on allait dans un festival, d'ailleurs, on a eu un ou plusieurs prix. Donc après Venise, on a fait Bastia, où on a eu 2 prix, le prix du public et le prix du jury jeune. Après, on a fait Montpellier, film d'ouverture, pareil, accueil extraordinaire avec des personnes matures, des jeunes écoliers en larmes. Enfin, c'était vraiment dingue. On est allé en Égypte, où pareil, l'accueil était incroyable. Le film est passé au Japon. Nous, on n'a pas pu aller, mais on a eu des retours de public aussi assez fous. Le film était en Suède, où il a eu le prix du jury. Enfin bref, on se rend compte que le film plaît et c'était vraiment super. Et puis, malheureusement, tout ça s'est arrêté. On avait une tournée qui prévoyait d'aller quasiment chaque jour dans une ville différente en France. Et voilà, c'était excitant, mais voilà, on s'y reprépare là pour revenir vous voir. Et voilà, je vais passer la parole à Mademoiselle Benania. Bonjour. Comme disait Nadim, on allait préparer notre petite tournée avec Philippe dans les salles parce que moi, quand je fabrique un film, je ne pense qu'à ce moment-là à rencontrer le public parce que moi, je fais des films pour le public et quand on fait un film avec son équipe, on ne sait pas est-ce que les choses passent ou non. Donc, être dans une salle et regarder le public réagir, c'est la chose la plus importante pour moi. En général, quand je fais ma tournée, les exploitants me demandent d'aller dîner
pendant que le film passe et je leur dis je veux rester regarder le film. Donc, en général, ils sont étonnés, mais je ne regarde pas le film. En réalité, ce n'est pas ça ce qui m'intéresse. Enfin, le film, je le connais. Je m'assois devant pour regarder les gens, comment ils réagissent par rapport à ce que j'ai fabriqué. Et c'est là où c'est des moments exceptionnels. Donc, on allait partir pour faire la tournée. D'ailleurs, je salue tous les exploitants. Je pense que quelques-uns, j'ai dû les rencontrer dans la tournée de La Belle et la Meute, qui était extraordinaire. J'ai fait le tour de la France et j'ai découvert des coins magnifiques. D'ailleurs, pour l'anecdote, à l'époque, pour La Belle et la Meute, c'était avec Jour de Fête, le distributeur, et on avait reçu une offre très intéressante de Netflix. C'était presque le budget du film qu'on avait décliné parce qu'on avait cette envie de montrer le film en salle et parce que c'est très important pour moi de sentir la réaction du public. Et pour ce film, L'homme qui a vendu sa peau, c'est d'autant plus important parce que c'est vraiment un film fait pour la salle. Alors, c'est le cas de tous les films, mais c'est un film que j'ai pensé. Donc, je sais que vous allez le regarder sur un lien et je sais que par rapport, même dans mon équipe, j'ai envoyé le film en lien et ensuite, ils l'ont vu à Venise. Et il faut multiplier les sensations par rapport au film par 10 sur grand écran. Et d'ailleurs, comme le disait Nadim, la projection à Venise était exceptionnelle. C'était ma première projection, donc c'est normal qu'elle soit exceptionnelle, mais le retour du public était incroyable. L'acteur principal a eu le prix du meilleure interprétation masculine. On a eu aussi un autre prix parallèle. Et chaque festival, il y en a pas, enfin, il y a beaucoup de festivals annulés, mais dans chaque festival, on sort toujours avec un prix. À Bastia, on a eu le prix jeune, puisqu'on est pour la cible jeune, public jeune. Donc un jury jeune qui lui a accordé le prix et le prix du public aussi, donc par vote, le film était apprécié par le public. À Stockholm, on a eu le prix du scénario. Enfin bref, je ne vais pas citer les prix qu'a raflé le film. Donc c'était vraiment assez magique par rapport à cette période qu'on vit où on sait qu'il y a beaucoup de films qui sont très bloqués. Effectivement, c'est la pire année pour sortir un film, mais on tient et on est là pour se battre et montrer des films en salle, rencontrer le public, faire des débats, parler. Voilà ce qui me passionne moi dans ce métier. Donc, par rapport à L'homme qui a vendu sa peau, c'est l'histoire d'un réfugié syrien qui se retrouve à Beyrouth, coincé, sans papier, enfin comme tout réfugié, et qui a envie de partir en Europe pour rejoindre la fille qu'il aime. Sauf qu'il ne peut pas, puisqu'il n'a pas de visa, tout ça. Donc, il fait les piques-assiettes dans les galeries d'art. Et un jour, il rencontre un artiste contemporain, enfin l'artiste contemporain du moment, le plus cher, le plus sulfureux, le plus provocateur. Et cet artiste lui fait une offre intéressante, c'est un pacte faustien. Il lui dit, tu deviens mon œuvre, je vais te faire un tatouage sur le dos. Et tu auras ton visa, tu vas voyager, tu vas enfin devenir libre. Voilà. Et donc, il accepte et il découvre par la même occasion. Donc, effectivement, il est exposé dans des musées prestigieux en Europe, un petit peu partout, mais il découvre qu'il a perdu sa liberté, quelque part, paradoxalement. Donc, comment il va sortir de ce piège? Voilà, c'est un peu le dilemme dans lequel se retrouve l'homme qui a vendu sa peau. Et on va vous montrer en exclusivité la bande-annonce. Elle est encore en état de maquette, donc c'est vraiment une exclusivité. L'image n'est pas conformée. Les sous-titres sont provisoires. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu un aperçu de à quoi va ressembler le film. Il y a aussi l'affiche. Donc votre avis pour moi est très important. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks et voilà, peut-être Anne va... Je vous la lance, ouais. Hop. Alors... What do you think you're a
You're a jinni? Jeffrey Godefroy turns worthless objects into works that cost millions and millions of dollars just by signing them. You want my soul? I want your back. جاني شغل بأوروبا. كتير منيح. شغل مع فنان تعرفت عليه هون هو فيه يظبط لي الفيزا وكل شيء بس يعني أنا لسه ما. اللقن. تعال. تعال. With my latest work, I am exploring a new realm. So now you can travel around the world. عموما بس كنت أقول لك إنه وصلت. This work of art bears the signature of the devil. هذا شغلك يا أصلا؟ فيني أسألك ليش جوزتيني؟ المفروض أنا وياكي نقلب صحة يعني. You're a free man, Sam. No, I'm a dead man. Et voilà, très belle bande-annonce hein, pour le film. D'ailleurs, on va vous demander tout de suite ce que vous en avez pensé. Hein. On va faire un petit sondage. Hop là. Alors, qu'avez-vous pensé de cette bande-annonce? Waouh, trop envie de voir le film. Et banco, j'ai le programme 4 semaines. Vous pouvez plusieurs réponses possibles. Hein. Vous pouvez dire waouh et je le programme 4 semaines. Voilà, c'est pas... Voilà, en attendant, on a alors hâte de le découvrir, hâte de le découvrir. On n'a pas aimé, alors, pourquoi tu veux 8? Diriger le sondage. Est-ce qu'on fait un débat sur les conditions de programmation post-Covid dès maintenant ou on attend la semaine prochaine? Non, je voulais dire par rapport à la bande-annonce enfin la bande-annonce, enfin c'est c'est un aperçu du film qu'on a beaucoup, enfin comme c'est un film qui se passe dans le monde de l'art contemporain, donc je l'ai découpé, je l'ai pensé en termes d'image d'une manière très particulière et je fermer le sondage. J'ai trop envie de voir le film surtout. Les gens disent en masse, j'ai trop envie de voir le film. Donc la bande-annonce, elle est bien. Ok, super. Et je travaille avec un chef opérateur extraordinaire, un jeune qui a des idées, une créativité incroyable. C'est le chef opérateur de Capharnaüm, le film de Nadine Labaki. Pour la musique aussi, on a une bande son qui déchire. J'ai travaillé avec Amin Bouafa, qui était le musicien de Timbuktu, pour lequel il a eu un César. Et voilà, on a des acteurs formidables. L'acteur principal, voilà, il a eu le prix d'interprétation à Venise. Monica Bellucci en blonde est exceptionnelle dans ce film. Elle joue le rôle de la galeriste, une femme très froide, très calculatrice, une icône comme ça du marché de l'art. Ma collaboration avec elle était exceptionnelle. Tout le monde me dit mais comment tu as eu Monica? C'était très simple, on lui a envoyé le scénario, elle l'a lu, elle est tombée amoureuse du projet, elle a dit oui tout de suite et elle adore le film, elle vient de le voir en projection et elle en est très fière. Voilà, il y a Koen De Boe qui est un acteur belge, flamand très connu là-bas, c'est une star en Belgique qui est exceptionnelle, qui joue le rôle de l'artiste. Aussi, il y a le couple de Syriens, le personnage principal, donc Samali et sa copine, qui sont aussi exceptionnels. Et le film, c'est surtout une histoire d'amour impossible en temps de guerre. C'est aussi une odyssée du Moyen-Orient jusqu'en Europe, ça part de la Syrie jusqu'en Belgique. Et donc, voilà, c'est une odyssée, un voyage, une histoire d'amour dans le monde élitiste et sélectif de l'art contemporain. Merci. Très bien. On a une affiche aussi à montrer en complément de la bande-annonce qui reflète ça. Moi, j'adore l'affiche, hein, vraiment. Elle est quasiment finie. Elle est très, très belle. Alors, je vous la montre. Voilà.
pas mal. Hein. On parlait tout à l'heure de l'avoir en rétro-éclairé aussi, vraiment très, très esthétique. C'est bon, tout le monde l'a vu? Hop là, voilà. Voilà, voilà. Alors, on a FA très intrigante, hein, la bande-annonce, elle vous plaît beaucoup. Tout le monde dit qu'ils ont hâte de le découvrir. Olivia qui dit effectivement très, très belle affiche. Là, je vois un commentaire. C'est vrai que ce qu'on a essayé de faire avec le film au moment de l'écriture, de la préparation, etc., et on ne savait pas, avant de le montrer, si ça allait marcher, c'était de concilier un cinéma, comme on dit, d'auteur, c'est-à-dire avec des thématiques, des sujets profonds, importants, comme les réfugiés, la marchandisation des êtres humains, c'est quoi la valeur d'un être humain aujourd'hui quand il est syrien ou quand il est européen, voilà, toutes des thématiques comme ça très profondes, mais en même temps dans un film hyper grand public. Quand je dis grand public, c'est dans le sens où on a un scénario avec plein de rebondissements où on ne s'emmerde pas. Il y a beaucoup de films d'auteur bien, mais où quand même à un moment on se fait un peu chier. On a essayé de… Enfin, ce n'était pas l'idée du film. C'est un film assez drôle, en tout cas dans lequel il y a de l'humour noir parfois. Il y a des émotions, il y a un peu des larmes, enfin, des trucs qui ne vont pas forcément dans le contexte du film d'auteur habituel. Après, bon, si vous connaissez le cinéma de Kauter, elle a toujours été dans quelque chose de très fort émotionnellement, mais à chaque fois on poussait les curseurs. Donc c'est vrai que le challenge, c'était de concilier un peu ces deux univers-là. Et ce qui était super avec les projections qu'on a faites, justement, c'est de se rendre compte que ça marche, quoi. C'est-à-dire, il y a le public habituel, on va dire, de Kauter, qui est là et qui adore le film, mais un nouveau public, principalement des jeunes. Moi, j'étais vraiment bluffé par la réaction des jeunes de 17, 20 ans, qui adhèrent au film totalement, qui réagissent. Alors, évidemment, ils sont un peu sur leur téléphone et ils parlent en même temps, mais ils réagissent et ils sont là, putain, quel enculé, tout ça. Et donc, c'était génial de voir ça dans la salle. Et la campagne de pub est un peu plus axée vers un public plus jeune, justement, parce qu'on revendique ce côté grand public, et c'est peut-être celui-là qu'on va un peu plus chercher, parce qu'on se dit que l'autre public est un peu plus acquis, on va dire. Voilà. Élie ? Oui, c'est juste pour la sortie du film, pour moi, ressemble un petit peu au cinéma de Kauter, parce que et je suis content que vous soyez très intrigués par le film annonce, parce que c'est un film, encore une fois, différent. Je veux dire, c'est une cinéaste qui, même si elle se construit son monde, à chaque fois arrive avec audace à se transformer, à apporter quelque chose de nouveau. C'était une sorte de documentaire là, pour le Chalat Tunis. C'était un film social dur en plan séquence avec La Belle et la Meute. Et là, on passe complètement sur un autre monde où, comme elle l'a dit, c'est une odyssée ou une saga. C'est avant tout une histoire d'amour, une sorte même de conte, exactement, mais auquel il y a énormément de… plein d'événements dedans. Je veux dire, vous pouvez parler des migrants, vous pouvez parler effectivement de la place de l'art dans la société, de l'art contemporain. Il y a énormément de pistes, mais qui se laissent voir de façon très facile, comme vraiment narrativement, ça coule de source. C'est bien, donc c'est… comme je dis, mais ça reste avant tout, et pour nous, et je pense pour le public aussi, un film à essai, c'est-à-dire qui sera à la fois divertissant, mais qui vous laissera bon nombre de réflexions après, ouvert à la discussion. C'est pour ça que, je veux dire, on sortait là au 13 janvier, dans la mesure où on a besoin de travailler le film, on a besoin de vous, notamment. On va quand même essayer de mettre en place ce qu'on avait dit, de rattraper un peu une tournée ou de rencontrer du public. Pour nous, c'est très important parce que, comme le disait Kauter, je pense que le film intrigue, mais ce qui est important, c'est de voir aussi la réaction des spectateurs. Et c'est vrai que ce soit celle du cinéma réessai, qui est, on ne va pas dire acquise, mais qui effectivement connaît déjà ce monde, et il y a une certaine curiosité pour un autre public. On en parlait avant là pour Zai Zai Zai, avec le public un peu plus jeune, qui peut très bien aller le voir. C'est pour ça on va faire déjà une projection, on reprend une projection au Forum des Images où il y aura de nouveau un focus sur l'ensemble du travail de Kauter en janvier, et je lance aussi la bouteille à la mer, comme on dit.
on va essayer de remettre en place tant soit peu un peu une tournée, essayer de rencontrer, comme elle aime bien le faire, le public, que ce soit un peu avant la sortie, que ce soit pendant la sortie et un petit peu après. Mais pour cela, je pense que c'est important, filles, que vous soyez là et qu'on puisse le sortir à la hauteur donc, de ce que le film mérite, comme on dit. Moi, je veux bien dîner avec les exploitants et ne soyez pas vexés. Donc, si Kauter va dans la salle pendant ce temps-là. Voilà, et comme tu dis, je voulais rajouter une petite précision. Nadim, et comme tu dis, tu as parfaitement raison parce qu'elle a aussi un talent fou, c'est de dénicher des nouveaux acteurs. Yahya Mamani, on le connaît très peu, il a été pris d'interprétation à Venise. Déa fait plutôt du théâtre, elle a trouvé. Et je crois qu'il y a même un jeune producteur un peu hirsute qui joue dans le film, donc il peut même accompagner en tant que producteur et acteur le film. Petite précision importante. Ouais. Bon, c'est moi pour ceux qui n'ont pas compris. Je voulais juste rajouter un détail, ouais, mais pour dire que le film c'est un conte et qui paraît assez dingue, mais c'est inspiré de faits de la réalité. En fait, il y a un artiste contemporain belge qui s'appelle Wim Delvoye, lui, qui a tatoué un gars qui a été exposé dans un musée et ensuite vendu à un collectionneur. Et on a d'ailleurs tourné, il a lu le scénario, validé, adoré le film, tout ça c'est pour la caution artistique. On a tourné dans le musée, au musée Royaux de Belgique, en fait on a eu un alignement de planètes sur ce film qui, au moment où on devait tourner en Belgique pour la coproduction belge, faisait une rétrospective de ce gars-là. Donc on a tourné dans le musée avec les vraies œuvres de cet artiste, Dim, qui joue d'ailleurs un petit caméo aussi dans le film. On vous dira plus tard. Voilà, juste pour préciser, il y a un côté complètement fou et irréel et en même temps hyper ancré dans la réalité. C'est ça un peu le challenge. Kauter, on ne t'entend pas beaucoup. Par rapport à Wim, on peut le dire, il joue le rôle de l'assureur parce que pour une œuvre, il faut l'assurer. Et donc, comme c'est une œuvre assez atypique, puisque c'est un être humain avec ses humeurs et ses colères et ses histoires d'amour et de cœur, pour la galeriste, pour le directeur de musée et pour l'assureur, c'est pas quelque chose de facile. Donc effectivement, Wim Delvoye, qui est un artiste très connu, moi pour revenir à l'idée d'origine, d'où m'est venue cette idée, c'était en 2012, donc ça remonte. Le Louvre, j'étais au Louvre pour voir, il y avait une rétrospective de son travail. Et dans les appartements de Napoléon, il y avait ce gars assis, tatoué, de dos, exposé au Louvre. Et j'ai trouvé ça assez dingue. Alors, le tatouage, c'est un tatouage différent du mien. C'est une espèce de Madone avec une tête de mort. Mais le fait de voir un être humain exposé, voilà, c'est tout un imaginaire et une espèce de provocation incroyable. Et donc, c'est parti de là, petit à petit. Je me disais, mais cette image m'a habité. Je ne savais pas quoi en faire, comment l'exploiter, tout ça. Et après, j'étais dans le milieu des réfugiés syriens. J'ai rencontré beaucoup de Syriens. Et donc, il y avait des histoires incroyables, des épopées, des odyssées, des tragédies, enfin quelque chose d'extrêmement fort. Et petit à petit, les choses se sont imbriquées. Et moi, justement, je ne voulais pas faire un film, parce qu'on voit souvent des portraits des réfugiés assez victimaires, assez misérabilistes. Et donc, je voulais en faire quelqu'un effectivement qui n'a pas le choix, comme n'importe quel réfugié. On n'a pas trop le choix, donc on prend ce qu'on a, tout ça, mais en même temps quelqu'un d'assez digne et qui questionne sa dignité et son humanité. Donc le film, en gros, c'est sûr que ça veut dire quoi être libre aujourd'hui? La liberté, c'est quoi son sens par rapport à ce qui on est, et voilà, donc c'est parti du Louvre et ça va finir, je l'espère, dans les salles de cinéma très bientôt, voilà. Moi, je voulais dire quelque chose.
Voilà, c'est qu'en fait, ça me fait sourire. Enfin, c'est un petit clin d'œil que je dis là. Ça me rappelle un film qui est sorti dans les années 60-70 avec Jean Gabin et Louis de Funès. Oui. Et moi, j'avais trouvé que c'était un sujet extraordinaire. Le film, après, hélas, il valait ce qu'il valait. Mais justement, j'ai très hâte de voir le film parce que là, ça donne une ampleur et un souffle à ce sujet-là. Qui est assez étonnant. C'est Gabin qui avait un Modigliani dans le dos, en fait, et que voulait racheter de Funès. Et qui soulevait d'ailleurs, bizarrement, tous ces problèmes, mais c'était la comédie Gaumont de l'année, avec les 2 stars de l'année, et de l'année, enfin du siècle. Et en fait, c'est pour ça que le film a une résonance, et il est attirant, parce qu'on se dit, voilà, un sujet rare et assez exceptionnel, et en même temps, qui a l'air d'être traité avec beaucoup de profondeur. Voilà, c'est ça qui est assez attirant dans ce film en plus. C'est un clin d'œil ce que je signale. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité. C'est-à-dire que, en gros, pour un être humain, c'est plus facile. Enfin, comme les marchandises voyagent plus facilement que les êtres humains, c'est en devenant un objet que cet être humain peut venir en Europe, quoi. Et lui, sa seule obsession, c'est de venir en Europe, retrouver la fille qu'il aime, qui est venue, elle, qui a fui la guerre et qui est venue ici. Donc, il ne connaît rien à ce monde-là, il est complètement étranger, il est un peu naïf, et il est plongé dans un truc où ça devient un objet dont on parle, dans son dos, etc. Et c'est cet écart et ce clash entre les deux mondes qui est aussi parfois source de comédie, quoi. Comédie noire, on va dire. Et on a Christine Beauchemin-Flo, qu'on salue d'ailleurs, qui dit que la bande-annonce restitue à merveille l'univers si intrigant de cette histoire incroyable et si singulière. Bravo pour la belle ambition de cette œuvre cinématographique. Voilà. Et Olivia, qu'on salue aussi, qui dit que l'atmosphère a l'air très différente de La Belle et la Meute, qui par ailleurs était un excellent film. Donc, oui, effectivement, je voulais parler de ça parce que, comme le disait Philippe, dans chaque nouveau film, j'essaie d'explorer ce qui est assez perturbant parfois parce que le mot que j'ai entendu le plus par rapport à ce film, c'est inattendu. Donc après La Belle et la Meute, qui était à un certain regard à Cannes en 2017, je sais pas, je pense que les gens attendaient de moi quelque chose que j'ai pas, mais c'est un film inattendu dans le sens où c'est un film qui ressemble pas du tout à l'univers de La Belle et la Meute, c'est un univers un peu de thriller, horreur, sur fond social, tout ça. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus, on va dire, lumineux, même s'il y a comme ça un fond très, très dark, très noir, puisque l'actualité dans laquelle on vit n'est pas simple et qui traite de thématiques difficiles, mais où j'ai essayé d'explorer un nouveau terrain et de ne pas être là où on m'attend. Ça, je ne l'ai pas fait exprès parce que c'est le sujet qui me passionnait, qui me poussait à faire ce film. Donc, c'est un film très différent où on a une fin. Enfin, je ne vais pas parler de la fin. Non, faut pas raconter le film. Et pour dire que y a un twist à la fin, il y a une surprise et le film monte en crescendo. Donc, j'ai essayé de le construire de cette manière-là. Et on a évoqué la musique aussi tout à l'heure. Je tiens à souligner que Amine Bouafa, le compositeur du film, est dans le jury long métrage du festival cette année. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ouais. En fait, on met des membres de l'équipe dans chaque festival où le film passe et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des prix. C'est une technique qui a fait ses preuves en Tunisie et bientôt en France. Oui, parce que le film représente quand même aussi les... Ah oui, c'est vrai. N'est-ce pas? C'est pas à moi de le dire, donc dis-le, à vous de le dire. Ah ouais, non, le film représentera la Tunisie aux Oscars. Félicitations. Donc c'est cool. Bravo. Et la France au César. On va voir. Inch'Allah, quand même. Bon, eh bien, merci beaucoup de nous avoir présenté le film. Je crois que tout le monde a hâte, effectivement, de pouvoir le voir sur. Et pour ceux qui peuvent le voir en salle, s'il vous plaît, Ouais. Voilà, regardez-le en salle. Ou le revoir. Ouais. Et puis bientôt, j'espère. Et oui, à très bientôt. Je souhaite beaucoup de succès au film. On en a marre d'être confinés, on veut bouger, on veut se balader.
En tout cas, merci beaucoup. Merci Claude de nous avoir reçus. Merci Anne. Merci à tous les exploitants de suivre ça. Et à mes collègues distributeurs. Avant, Pauline François. Puis là, on va laisser la place à Julien, Mickaël et tout. Donc, lui, t'es plutôt en t-shirt. Il a l'air d'être chaud. Là, ouais. Voilà. Et au plaisir de se revoir. Alors. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et pendant qu'Étienne va faire sortir nos invités et entrer les suivants et l'équipe de Capricci pour le film La Troisième Guerre, je vais juste reprendre les propos de Philippe au début qui parlait de la capacité du festival à rebondir et je tiens à saluer aussi toute l'équipe du festival et mon assistant aussi Étienne pour l'organisation et citer Claude Duty que j'ai noté une phrase lors d'une de nos réunions qui disait que ce festival est un vrai trampoline, on rebondit toujours. Voilà, bonjour Giovanni qui est le réalisateur de La Troisième Guerre. Il faut réactiver leur micro aussi. Voilà, bonjour Julien. Bonjour à toutes et à tous. Et Mickaël qu'on retrouve. Bonjour. Voilà, bienvenue. Bonjour. Karim aussi est là parmi nous, Karim Leclou, mais peut-être que oui, il va arriver dans une seconde. Oui. Voilà. Je vais commencer. Merci bienvenue. Anne et merci au Sommet des Arcs. On est vraiment très heureux de pouvoir lancer le film via cette plateforme parce que c'est une très belle initiative. Évidemment, on préfère vous faire découvrir les films en salle, mais en fait, on se rend compte que c'est aussi un super rendez-vous que de pouvoir vous montrer en même temps à tous comme une espèce de feu vert un film qu'on commence à montrer, qu'on commence à faire découvrir. Donc en fait, je trouve que cette initiative, même si, et je l'espère, on pourra redécouvrir les films dans des conditions normales dans les mois à venir, mais je me dis qu'il y a peut-être quelque chose aussi à perpétuer pour pouvoir s'adresser et converser tous ensemble à un moment donné pour dire de lancer les films aussi à côté des prévisionnements qui parfois ont du mal à accueillir tous les films qui sortent parce qu'il y en a beaucoup. Enfin voilà. Anthony Bajon et Léla Becti devaient être aussi avec nous, mais ils ont eu des petits empêchements, donc ils s'en excusent et mais vous saluent chaleureusement. Voilà, on est hyper heureux de présenter ce film parce qu'il s'agit d'un premier long métrage français produit et distribué par Capricci et programmé par les Bookmakers. C'est La Troisième Guerre. C'est le premier film d'un jeune réalisateur italien, Giovanni Aloy, qu'on va continuer à suivre, évidemment, et qui réunit au sein du casting principal Anthony Bajon, Karim Leclou, Karim qui sera donc à l'affiche de Bac Nord dans quelques semaines et que vous retrouverez l'année prochaine dans la série Hippocrate, et Léla Becti. Le film a eu sa première mondiale à Venise. Évidemment, après, sa circulation a été un petit peu arrêtée. Donc, on n'a pas pu le montrer tout de suite en France comme on l'aurait voulu. Mais finalement, la prochaine projection est prévue le 15 janvier. Le film a été sélectionné pour faire l'ouverture du Festival du film politique de Carcassonne parce que, justement, c'est un film qui s'inscrit dans une actualité qui, déjà au moment de sa production, le film s'inscrivait dans dans un fait de société assez brûlant. Et puis, au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines, voire ces derniers jours, le film prend un écho, prend une puissance politique encore plus considérable. Parce que, donc, d'une part, évidemment, il s'inscrit dans l'actualité des attentats terroristes en France depuis 2015, avec la présence accrue des militaires dans la rue. Et par ailleurs, vous verrez pourquoi, il s'inscrit dans des événements plus récents liés au débordement des forces de l'ordre. Alors, de quoi ça parle la Troisième Guerre ? Ensuite, je vais laisser évidemment la parole à Giovanni et à Karim pour vous en parler directement. Et puis avec Mickaël, à la fin, on fera un petit point sur le calendrier de sortie et la stratégie de sortie. La Troisième Guerre, ça suit la trajectoire d'un soldat qui est fraîchement débarqué de sa province à Paris et qui est affecté dans une patrouille sentinelle
Donc, juste pour vous remettre un petit peu en tête ce que c'est l'opération Sentinelle, c'est l'opération qui a été décrétée par François Hollande en 2015 après les attentats pour renforcer un peu le plan Vigipirate et donc accroître la présence des militaires dans les rues. Donc Anthony Bajon joue le rôle de Léo, qui est le personnage qu'on va suivre. Il vient d'une famille prolétaire. C'est un jeune garçon qui est un peu en perte de repères, qui cherche un sens à sa vie. Il en a marre de passer de boulot précaire en boulot précaire. Et voilà, il a besoin de trouver un certain ordre, un peu d'autorité, une intégration sociale. Et donc, il s'engage dans l'armée. Et il va se retrouver dans la patrouille dirigée par Yasmine, qui est jouée par Leila Bekti, à côté du soldat Hicham, qui est donc joué par Karim Leclou. Et ensemble, ils vont se balader dans les rues pour essayer de désamorcer, déjouer d'éventuelles menaces terroristes. Donc, on suit un peu le quotidien de la patrouille. On reste dans la perspective de Léo, le personnage d'Anthony, parce que c'est vraiment un film d'immersion où on est au plus près des soldats et donc voilà, on épouse un peu leur point de vue. Et en fait, le personnage de Léo va progressivement, voilà, il est à la fois, il cherche un sens, comme je l'ai dit, il est un peu en perte de repères. Et puis, en fait, il se rend bien compte aussi que l'armée, elle n'a plus le prestige qu'elle a pu avoir auparavant, qu'il y a une vraie méfiance de la population envers l'armée. Et lui, il va sombrer progressivement dans la paranoïa sécuritaire qui est celle dans laquelle on vit tous les jours, malheureusement, aujourd'hui. Donc, peu à peu, on suit un personnage comme ça qui perd pied, qui se réfugie dans la guerre qu'il se fait aussi lui-même dans sa tête et qui va finir par déraper. Donc, c'est une situation, hélas, hyper contemporaine où quelqu'un qui est censé protéger peut devenir à son tour une menace pour la population qu'il protège. Donc, vous voyez que la question d'une dérive autoritaire des régimes politiques démocratiques est au cœur même du film. Donc, c'est un film d'attente, c'est un film d'immersion près des soldats. Et les soldats, en fait, c'est qui ? Eh ben, c'est des jeunes qui sont issus des campagnes, des banlieues, qui sont issus des familles d'immigrés et qui vont se retrouver plongés dans un environnement qui leur est hostile à Paris, avec une sociologie complètement différente qui leur est aussi inconnue. Donc, c'est vraiment un film aussi sur le rapport de classe qui existe aujourd'hui en France. Et sur le plan formel et esthétique, l'originalité de la Troisième Guerre, c'est de proposer un film qui s'ancre, comme je l'ai bien expliqué, dans un fait de société contemporain. Donc, il y a une vraie dimension sociale, il y a une vraie dimension politique. Et progressivement, dans le dernier tiers du film, c'est un film aussi qui va se transformer en film d'action. Donc, l'idée, c'est pas de… Voilà, c'est un film qui fait réfléchir, c'est un film qui suscite le débat. C'est un film vraiment fait pour les salles à réessai. Et en même temps, l'idée, c'est aussi par son effet immersif, d'aller chercher, de susciter des émotions, comme on peut en trouver aussi dans le film d'action, dans le film de guerre. Voilà. Donc, avant de revenir un petit peu plus sur la stratégie qui accompagnera la distribution du film, je vais laisser son réalisateur, Giovanni, et son acteur Karim vous dire quelques mots. Et bonjour à tous. Je suis très, très heureux de pouvoir vous présenter les films ici au Sommet des Arcs. Voilà, ce qu'a dit Julien, c'est très correct par rapport au film, par rapport aux idées de départ. Bon, l'idée, oui, c'était de décrire la vie vraiment de ces jeunes Français qui cherchent un peu leur rôle, leur place dans la société, en fait. On ne doit pas s'oublier que l'armée en France, c'est le troisième donneur d'emploi après McDo et Carrefour. Ça veut dire que c'est quelque chose d'énorme, l'armée, au niveau d'emploi. Du coup, oui, c'est des jeunes qui sortent des classes populaires, qui se retrouvent. Et les paradoxes un peu de ça, que ces militaires, ces jeunes, ils se trouvent, ils rentrent dans l'armée et pour se rendre utiles à la société, mais pendant la mission Sentinelle, ils se retrouvent désœuvrés en fait. Parce qu'il y a pas mal de contradictions dans cette mission Sentinelle dont nos soldats, ils n'ont pas vraiment la chance d'intervenir, ils n'ont même pas la chance de demander des pièces d'identité. En fait, il y a beaucoup de contradictions. Les contradictions, c'est ça que ça fait
du bien dans l'écriture d'un film et ça fait du bien pour les spectateurs, quoi. Du coup, oui, on a fait pas mal de recherches avec le scénariste Dominique Baumard entre les militaires. On a fait pas mal des entretiens aux soldats qui avaient abandonné l'opération Sentinelle et qui ont énormément nourri les scénarios du film. Et voilà, on a mis ensemble toutes les histoires qui nous paraissaient plus intéressantes. Du coup, on parle aussi de la condition de la femme dans l'armée, que c'est un élément essentiel du film, parce que le personnage incarné par Leila Bekti, c'est un personnage qui est face à la misogynie qu'on trouve dans l'armée. On retrouve oui, le personnage de Léo, joué par Anthony Bajon, c'est un jeune qui souffre de cette impuissance de pouvoir pas intervenir. Du coup, il y a pas mal de thèmes dans un film, oui, qui c'est un film de guerre, on peut dire, qu'on pourrait dire genre film de guerre, mais c'est un film de guerre qui s'est tourné à Paris en 2020. Du coup, on peut dire, voilà, c'est un film de guerre qui est réaliste, néo-réaliste, on peut dire. Mais qu'en même temps, dans ces films, on retrouve des militaires avec des FAMAS à la main qui marchent à côté des bistrots, des gens, tu vois, la vie, que c'était normal à Paris, quoi. Et c'est quand même un peu des images de science-fiction. On ne s'attendait pas de voir des militaires dans la rue à Paris. Et du coup, oui, c'est un film, je crois, à voir. Après, je laisse la parole à Karim, dont j'ai eu la chance de bosser avec lui et avec un trio d'acteurs merveilleux. Du coup, voilà, Karim, si tu veux ajouter quelque chose, je t'en prie. Je suis très heureux déjà d'être au sommet des Arcs chez moi et être géographiquement sur place. Donc du coup, déjà merci à tous d'être là. On est effectivement très heureux de présenter le film, puisque c'est un film d'un nouveau genre. Je trouve que c'est un film de guerre hyper actuel, parce que c'est une guerre contre l'invisible et le visible. En ce moment, on est en plein dedans à travers la crise sanitaire ou la guerre contre le terrorisme. Et c'est vrai que c'est un film assez nouveau. Un film politique avec une vraie chronique sociale aussi à l'intérieur et qui en plus a une dimension d'action et dans quelque chose d'assez immersif et de documentaire avec une forme visuelle forte. Et c'est vrai que c'est un film que je trouve assez rare dans l'univers des films de guerre français. En tout cas, c'est un film hyper contemporain, hyper actuel, qui a une résonance, je trouve, très très forte sur la société actuelle et du coup de pouvoir présenter ça en tant qu'acteur, j'en suis hyper content et puis avec ce formidable, enfin que ce soit ces formidables acteurs que sont Leila Bekti, Anthony Bajon. Du coup c'était très plaisant de faire ce film et on a très envie de le défendre et du coup de le présenter en salle parce que justement c'est un film d'un nouveau genre et c'est chouette d'avoir ce genre là en France, un cinéma à la fois hyper social, mais aussi politique et qui est engageant sur les thématiques de société. Et c'est vrai que je trouve que Giovanni, c'est finalement une sorte de nouvelle vague dans ce genre de cinéma qui était jusque-là surtout représenté par des gens un peu plus âgés. Et je trouve que c'est un film jeune et du coup, parlant à sa jeunesse et vraiment sur un ensemble de problématiques qui concernent l'ensemble de la société française. Et on a très envie justement de venir défendre ce film auprès des exploitants, parce qu'on est resté pas mal de temps chez nous, et là on a envie de sortir, voilà, parce qu'on a respecté le confinement et tout ça, et du coup on a très envie de venir le défendre dans toutes les salles de France. Voilà. Merci. Je te laisse la place, Mickaël, peut-être pour expliquer tout ça. Non, mais merci Karim, tu l'as très bien expliqué. Donc effectivement, comme vous avez pu l'entendre, La Troisième Guerre est un film qui a une certaine résonance, on va dire, politique actuelle. Bon, il n'en demeure pas moins que ça reste un formidable film de fiction. Donc on vous invite à le découvrir via la plateforme des Arcs. Donc avec plaisir, voyez-le. Recontactez derrière l'équipe des Bookmakers. Donc je vous rappelle, Noémie qui s'occupe de la programmation de toute la moitié est de la France et Cyprien de toute la moitié ouest. Vous avez les coordonnées sur notre site internet. Et donc on verra comment ensemble on peut
va faire en sorte que l'équipe du film puisse se déplacer selon un agenda qu'on fixera à l'avance. On a un petit peu de temps, hein. Le film sort le 31 mars, mais on peut s'y prendre très tôt, c'est aussi ça l'avantage, pour qu'effectivement on puisse… parce que voilà, il y a des films, c'est très important de pouvoir en discuter, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est dans l'air du temps, et c'est vrai que La Troisième Guerre y participe. Moi, je trouve que c'est un film, à titre personnel, qui a comment dire, un ADN européen très fort, mais vraiment, vraiment très très fort, et c'est bien de pouvoir en discuter, parce qu'en France, c'est vrai qu'on le voit bien, on est une terre de cinéma. On voit bien que c'est vrai que les conditions liées à la première ouverture le 22 juin ont été un petit peu difficiles. Tout le monde a un petit peu souffert, mais mine de rien, des films comme La Troisième Guerre, les films distribués par les distributeurs indépendants ont servi d'amortisseur au marché. Et on s'aperçoit que plus le temps passe, plus ces films-là qui font venir du public dans les salles, qui provoquent des débats dans les salles, qui provoquent des rencontres dans les salles, ben ces films-là peuvent exister. Et évidemment, vous et moi, enfin nous, tous ensemble, on a besoin de ce travail-là. Et c'est vrai que le film de La Troisième Guerre s'y prête plutôt bien. Donc, comme vous avez pu entendre, Giovanni est partant, Karim est partant. Pour Anthony et Leïla, on verra un petit peu plus tard, puisque malheureusement, ils ne sont pas disponibles effectivement aujourd'hui. Ils ont eu un petit empêchement. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on a très à cœur de faire ensemble, en sachant que la date est fixée au 31 mars et on a un petit peu de temps pour l'organiser. Il y a une question de Franck Roulet qui se demande si le même film en Italie était-il possible. Peut-être Giovanni peut répondre. Ouais, c'était pour moi la question, vu ma nationalité. Du coup, pour moi, non. C'était un film que j'ai pensé en France. Moi, j'étais à Paris les jours après les attentats de 2015. Pour moi, l'idée, ça vient de France, un film français. Et je crois surtout la mission Sentinelle, l'opération Sentinelle, Vigipirate, c'est une mission française. C'est un film 100% français. Est-ce que tu as la même situation en Italie? Enfin, le film, est-ce qu'il aurait pu être adapté d'une certaine manière sur le sol italien? Ouais, non, pour moi, non. Après, si quelqu'un a envie de faire une adaptation en Italie, bien sûr, hein, moi, je pourrais faire la traduction du scénario, quoi. Mais non, c'est un film extrêmement français. C'est un premier film, comme il disait justement Julien. Mais on a très envie de continuer la collaboration avec Capricci. On a aussi envie en fait, j'ai commencé à écrire une suite à ces films, parce que mon idée, c'est en fait faire comme une trilogie de films qui parlent de la Troisième Guerre. Et du coup, dont on revoit l'évolution un peu de la vie des acteurs, des personnages qu'on a retrouvés dans la Troisième Guerre. Du coup, dans mon idée, c'est le début comme d'une trilogie. Voilà. Alors, on va vous montrer un petit peu comment on s'est rendu compte hier qu'il y avait possibilité aussi de partager de la vidéo. On était en train de travailler sur un teaser qui n'a absolument pas été dévoilé et qui sera encore finalisé dans les prochains jours. Mais on se disait que c'était quand même l'opportunité de vous teaser le film et de vous montrer quelques images. Donc, je vais vous le faire découvrir dans quelques secondes. Juste pour dire, voilà, en termes de public, évidemment que le film peut s'adresser en priorité déjà à ceux qui aiment le cinéma politique, le documentaire, les gens qui sont engagés. Mais le film résonne tellement justement avec, au-delà de ce qu'il espérait, je pense, avec les luttes que mène aussi une population plus jeune autour du maintien, de la défense des libertés publiques, de l'égalité homme-femme. Le film vraiment touche à plein de problématiques et de combats qui sont actuels et on a bien vu ces derniers jours, ces dernières semaines que ça mobilisait vraiment tout le pays et toutes les générations. Voilà, en tout cas, nous, on travaillera avec les associations, on ira taper à la porte des fédérations sur les droits de l'homme, l'Observatoire des libertés publiques. Voilà, on veut un peu mobiliser pour qu'il y ait des rencontres, pour qu'il y ait du débat en salle, avec évidemment Giovanni et les comédiens principaux, mais aussi, je ne les ai pas cités, mais vous verrez dans le film, il y a plein de second rôles qui jouent d'autres soldats sentinelles qui sont absolument super et je pense que voilà, qu'ils seront ravis aussi en fonction des disponibilités de chacun de venir parler du film.
Donc, voilà, on vous fera un petit point après sur une mise à jour du calendrier de sortie de Capricci des bookmakers. Mais si vous le voulez bien, je vous partage. Alors, ma vidéo a disparu, mais ce n'est pas grave. Je vous partage la vidéo du teaser. Alors. Mon lieutenant, ici Mike 17. Les gens ils se rendent pas compte. Garde de Bercy. Juste un mec déterminé peut anéantir l'humanité en 2 secondes. Objet suspect. Demande EOD ou patrouille d'intervention. Et y a qui pour l'arrêter? Y a plus que nous. Et moi je suis prêt. Je sais pourquoi je suis là maintenant. Voilà. Merci. Voilà. Ah bah elle va droit au but, la bande-annonce. Hein. Elle a un beau rythme. Vous pouvez d'ailleurs commenter la bande-annonce hein, pour les personnes qui nous suivent. On a peut-être une petite question. Ah, on a un waouh, ou c'est juste un teaser? Oui, oui. Oui, c'est pas la bande-annonce, effectivement, c'est un teaser. On avait, parce qu'effectivement, hein, le film est criant d'actualité. Alors, on a excellent hâte qui arrive aussi de Renaud. Bonjour Renaud. On avait une petite question à poser aux personnes qui nous suivent. Alors, on avait une question très sérieuse sur le contexte. On va mettre la marrante. On va mettre plutôt la marrante. Donc, je vous propose de répondre à ces petites questions, parce qu'évidemment, ça va dépendre hein, de l'article 24 pour savoir si le film pourrait être présent ou pas. Alors, si la Troisième Guerre existait dans une version avec des visages de militaires floutés, je serais prêt à le diffuser dans ma salle. Non, entendre mais ne pas voir Karim Leclou est un crève-cœur. Oui, mais uniquement si Gérald Darmanin vient. Gérard. Je vous laisse prendre le temps de répondre. Moi, j'ai voté pour toi, Karim. Ah, moi, j'hésite, hein, parce que Gérald, il fait fort en ce moment. Il est pas mal. Il est pas mal. Il pourrait être très bon hein, sur une présentation de film comme ça. Avec les 7 péchés capitaux. Donc, pas mal de gens répondent. Effectivement, il y a un beau travail de distributeur à faire auprès de Gérald. Je pense que vous avez quelques semaines devant vous pour vous y atteler. Non, mais Julien, le 06 de Gérald, il n'y a pas de souci. Ouais. Juste après notre conversation. On a une ligne directe. Bah, c'est quand même Karim qui remporte la palme, c'est beau. Bravo, Karim. Ouf. Giovanni a l'air soulagé. Et, donc, juste pour finir, vous redire que, comme vous avez certainement pu le constater ces derniers jours, on a finalement pris la décision de reporter la sortie de La Nuée au 13 janvier. On avait envie de prendre le temps de refaire un vrai travail, aussi bien auprès de la presse qu'un travail de campagne promotionnelle, remettre vraiment le film en route et ne pas simplement le sortir à la réouverture, alors que nous, on avait, avec les bookmakers, fait un travail il y avait plein d'avant-premières qui devaient avoir lieu juste avant la sortie du film. Voilà, il y avait plein de choses qui devaient avoir lieu autour du film et on trouvait ça un petit peu dommage de simplement le faire débarquer dans les salles comme ça à la réouverture avec toute cette concurrence. Donc, on prend le temps de bien faire les choses. L'équipe des bookmakers, évidemment, vous proposera aussi de faire des événements autour du film. Et en tout cas, voilà, on est très heureux d'avoir pu conserver la sortie en salle et d'avoir pu faire reculer également la sortie Netflix Monde, alors qui ne concerne pas la France, hein, rassurez-vous, mais qui était un peu sur les starting blocks pour sortir le film le plus vite possible
et ils n'auront pas le droit de le sortir avant le début du mois de mars. Donc voilà, le film est protégé en France, il ne sera pas piraté et l'exclusivité va donc évidemment aux salles françaises. C'est pour ça que Julien, je vais rebondir sur ce que tu dis pour préciser un petit peu le calendrier des bookmakers dans les semaines qui arrivent. Donc, comme vous avez pu entendre, la nuit est décalée, je vais y revenir. Donc, le prochain film, ce sera Sons of Philadelphia, le film de Jérémy Guez avec Mathias Schoenaerts et Joel Kinnaman, qu'on va sortir le 30 décembre. Donc, La Nuée, le 13 janvier, qui, je vous le rappelle, est coup de cœur des cinémas à essai. Une fois de plus, je vous remercie. Je remercie sincèrement l'AFCAE pour le travail de fond qui est effectué sur le film. Comme Julien l'a dit, on avait 115 avant-premières de prévues et on va refaire des avant-premières sur le film parce qu'il est hors de question de le relâcher là comme ça dans la nature sans l'avoir travaillé un petit peu au préalable avec vous. Donc, on est en train de travailler avec Noémie et Cyprien sur la question de la date de ces avant-premières. Je vous invite à les contacter directement pour voir ce qu'il est possible de faire ensemble, notamment celles et ceux qui, parmi vous, avaient déjà établi ces avant-premières la semaine du 28 octobre avant ce deuxième confinement. Rappelez également, Anne, qu'il y a un atelier des sorties qui est consacré au film le mardi 8 décembre à 11h. C'est toujours ça? C'est toujours ça. Voilà, qu'on va essayer de pousser. Donc ça, c'est sur le film Teddy et je vais y venir juste après. Mais ce sera l'occasion aussi pour vous de voir Noémie et Cyprien qui vont vous expliquer un petit peu comment on travaille, nous, les films chez les bookmakers. Le film Après la nuée, ce sera In the Mood for Love qu'on a daté au 10 février. Sachez qu'on organise des avant-premières en amont. J'en fais une notamment avec Claudine Cornilla au Max Linder le mardi 15 décembre pour la réouverture des salles en 35 mm. On en est vraiment très content parce que ça va être un bel événement. Et donc, Teddy, qu'on finira par distribuer donc, à la date du 10 mars. Pourquoi le 10 mars? Parce que comme La Nuée, c'est un film, on s'est dit que ça valait le coup de prendre le temps de bien le travailler et notamment de le proposer partout en France avec des avant-premières. Zoran et Ludovic Boukermas sont partants eux aussi pour faire le déplacement. Donc voilà, il y a plein de petites choses qu'on va mettre en place et qui vont servir, qui vont permettre à ces films-là d'exister à nouveau. Donc Olivia, rassure-toi, il y aura de nouveau des sauterelles à griller, peut-être pas pour le Nouvel An, mais peut-être pour digérer les excès du Nouvel An, c'est une autre possibilité. Et on n'a pas encore créé de vodka à base de sauterelles, donc c'est peut-être une idée sur laquelle on va pouvoir travailler pour fêter ça en tout cas. Eh bien, beau programme. Effectivement, l'atelier des sorties, vous pouvez le noter dans votre agenda pour Teddy le 8 décembre à 11h. Anne, je peux dire encore deux petits mots? Bien sûr, vas-y. C'est juste pour vous présenter aussi des films dont vous n'avez certainement pas entendu encore beaucoup parler et attirer votre attention dessus. Donc, du line-up Capricci. Enfin, en fait, il y a 3 projets que je vais mentionner. Il y a 2 films qui ont été découverts cette année dans des festivals internationaux, l'un à Berlin, l'autre à Venise, et qui ont fait couler beaucoup d'encre dans la presse internationale et la presse française. 2 films qui sont plus recherche. L'un s'appelle Residue, un premier film américain de Merawi Gerima, et qui est un film qui parle de la gentrification des quartiers à Washington et justement du racisme anti-noir par les policiers et le rapport entre les communautés aux États-Unis. Donc là aussi, un film ultra d'actualité et qui est traité avec beaucoup de poésie. Voilà, le film a été montré à Venise. Il a été ensuite, là, il était en compétition au Festival de Belfort avant, donc festival qui s'est tenu majoritairement en ligne. Il était présenté aussi en séance spéciale au Festival des 3 continents. Donc là aussi, un film politique sur lequel on reviendra l'année prochaine. Un autre film qui était présent aussi à Belfort et à Nantes en compétition, et il a reçu un prix dans les 2 festivals. C'est un film que je trouve absolument magnifique, qui est un film événement et un film complètement à part qui s'appelle Les Travaux et les Jours. Il a gagné l'Ours d'Or à Berlin de la nouvelle sélection qui s'appelle Encounters, qui sélectionne des films, généralement des premiers films et des films assez atypiques. On a vu, je crois qu'il y avait le nouveau film aussi de Christy Pouillou qui avait été présenté dans cette sélection là-bas cette année. Et en fait, donc c'est un film de 8 heures. Voilà, ça c'est le cadeau que je vous fais pour l'exploitation en salle.
mais simplement pour vous dire qui suit le quotidien pendant plusieurs saisons d'une famille d'agriculteurs au Japon. Et ça invite le spectateur à un nouveau rapport au temps, à vraiment s'immerger dans une culture japonaise. Et on sait à quel point aujourd'hui, il y a un nouveau public assez friand aussi de culture japonaise et parmi les jeunes notamment. C'est un film voilà, d'une richesse plastique et sonore comme j'ai rarement vu dans l'histoire du cinéma. Et évidemment, on va l'accompagner de la sortie d'un livre. Les réalisateurs seront, parce qu'ils sont deux, seront présents pour venir défendre le film. Et vous verrez, voilà, c'est un film ovni, mais je pense qu'il vous marquera pendant longtemps. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous faire partager, certains le savent déjà, c'est qu'à partir du 7 juillet prochain, nous sortirons en salle l'intégrale des films de Maurice Pialat en version restaurée en DCP. Alors, il y aura 2 cycles parce qu'il y a les 10 longs métrages. Mais voilà, on espère vraiment pouvoir faire une belle opération avec vous. Sur Mizoguchi, ça avait été fantastique. 8 films de Mizoguchi qui ont réalisé plus de 30 000 entrées France. C'était pas donné à la base. Et de réussir à faire découvrir Mizoguchi aujourd'hui, j'en suis vraiment très fier. Maurice Pialat, c'est quand même plus facile. Il y a tellement d'acteurs et de réalisateurs du jeune cinéma français qui s'en réclament aujourd'hui que je pense qu'on aura aussi un accompagnement extraordinaire. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'on pourra faire quelque chose de bien et qui aura beaucoup de succès en salle. Et voilà, je vous remercie tous. Merci à vous tous pour ce moment passé au Sommet des Arcs en ligne. Donc, on a très hâte, je pense que les gens ont très hâte de voir le film. Hein. Il y a beaucoup de messages dans ce sens et je vous le recommande effectivement vivement. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci Giovanni, merci Karim d'avoir été parmi nous. Merci Julien et merci Mickaël. Mickaël, donc on retrouvera bientôt. Claude, merci Claude. Tu peux rester un petit peu avec nous si tu veux sur la fin. Donc à très bientôt. Hein. Et les personnes, vous pouvez voir le film. Je rappelle qu'il y a des personnes qui ne sont pas autorisées à voir le film parce qu'ils ne sont pas exploitants de salles de cinéma et qui peuvent néanmoins quand même essayer, tenter leur chance hein, et demander. On transmettra au distributeur. Hein, voilà. Donc merci à vous et puis à très bientôt alors. Merci Anne, merci Étienne. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et merci à tous les spectateurs qui nous suivent ici en replay et sur Facebook. Je rappelle qu'on se retrouve cet après-midi à 15h pour le laboratoire des initiatives et sa deuxième partie où on accueillera l'équipe. Alors, ça va être super intéressant. Alors, comme d'habitude, c'est orienté autour de la reconquête des publics et notamment des jeunes dans les salles. Donc, on va faire un cas d'étude, un retour sur la campagne marketing des Misérables, un film qui a trouvé un public de jeunes et jeunes adultes dans les salles, toutes catégories de salles. On accueillera le directeur marketing du Pacte, Romain Poujol, ainsi que Xavier Irigoyen, que vous connaissez tous, et Adrien Tolon de Lucky Time, qui viendront nous parler de ce qui a été mené sur ce film en termes de campagne. Et ensuite, on recevra l'équipe de Balthus pour un projet qui s'appelle Ariane et qui vous promet de mesurer l'impact de vos campagnes digitales et de travailler la data. C'est vraiment intéressant avec une application pour les salles et un vrai gros potentiel. Je vous recommande chaudement d'assister à ce laboratoire. Et enfin, bien sûr, nous nous retrouverons aussi vendredi pour un autre live distributeur à 11h avec Arizona et KMDO. Et à 15h pour le premier atelier des sorties. Voilà. Merci beaucoup. Merci Claude d'avoir été avec nous pour ce live. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et à ceux qui nous retrouvent cet après-midi. À tout à l'heure. Merci beaucoup pour vos messages dans les commentaires. À très bientôt.